Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Alors, le stress, c'est quelque chose que tout le monde connaît, hein, puisque nous vivons quotidiennement avec le stress. Cela dit, en discutant un peu avec des personnes autour de moi, je me suis rendu compte que finalement, les connaissances étaient assez confuses. J'ai donc décidé de vous éclairer sur ce sujet. Alors la première chose qui est importante de noter, c'est que l'évolution est un processus complexe et continu. Ainsi, l'organisme humain a conservé de nombreuses réactions physiologiques depuis l'ère des premiers Homo sapiens. Et ceci en raison de leur importance pour notre survie et aussi la reproduction. Donc parmi les réactions physiologiques que nous avons conservées, eh bien, je vais vous en citer quelques-unes. Alors, il y a d'abord le réflexe de l'atout et de l'éternuement. Il y a le réflexe de sursaut, la réaction de nos pupilles à la lumière. On a aussi notre système immunitaire. Nous avons conservé la sueur, la faim, la satiété, la soif, la reproduction, la douleur et la réaction de combat ou de fuite, aussi connue sous le nom de réponse au stress. Donc en fait, le stress, c'est une de nos réactions archaïques. Et elle nous permet, lorsque nous sommes face à un danger, qu'il soit potentiel ou réel, de mobiliser un maximum d'énergie afin d'assurer notre survie. Donc le stress, pour le corps, eh bien, c'est de la survie. Donc la première chose qui est indispensable de comprendre, c'est qu'en fait, que vous soyez en retard, à votre travail parce que vous avez loupé votre bus, que ce soit un collègue, qui vous enquiquine, pour votre corps, c'est exactement la même chose que si un lion vous coursait dans la savane. Comprenez? Il n'est pas en mesure de faire la distinction entre votre collègue et le lion. Pour votre corps, le stress est une situation de danger à laquelle il va répondre en mobilisant un maximum d'énergie afin d'assurer sa survie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de bien saisir ça. Pour votre corps, un stress, c'est un stress. Donc maintenant, on va voir ensemble, qu'est-ce que le stress, à quoi ça sert et puis surtout, qu'est-ce qui se passe, dans notre corps. Juste avant de commencer, j'aimerais déconstruire cette idée, selon laquelle il existerait 2 formes de stress, dont j'entends souvent des personnes me dire: «Oui, il y a le bon stress et puis il y a aussi le mauvais stress». En fait, il n'existe qu'une seule forme de stress. Le stress, en fait, c'est un système de rétro-contrôle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système, en fait, qui s'adapte en fonction des besoins du corps. Lorsque tout va bien, le taux de stress reste bas. En revanche, lorsqu'il y a un danger ou lorsque vous êtes stressé, ben, tout simplement, le taux de stress va s'élever dans votre corps. Donc en fait, le stress à petite dose, ce n'est pas mauvais pour notre organisme, c'est même plutôt bon. Ce qui est dangereux pour notre organisme, c'est lorsque le taux de stress reste à un niveau élevé et s'installe de façon chronique. Donc nous allons commencer par définir l'hormone du stress et puis aussi ses bienfaits. Alors pour commencer, le stress, c'est une hormone qui se nomme le cortisol. Retenez bien tout ce que je vais vous dire parce qu'à la fin du podcast, vous allez pouvoir accrocher les wagons. Donc le cortisol, cette hormone est synthétisée à partir du cholestérol, la graisse. Elle est fabriquée au niveau des glandes surrénales. Alors les glandes surrénales, elles se situent juste un petit peu au-dessus des reins. Alors ce que vous devez savoir, c'est que chaque jour, en fait, nous libérons du cortisol. C'est notamment grâce au cortisol que nous disposons d'énergie physique et mentale pour mener à bien notre journée. Donc le cortisol, il suit le rythme circadien. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous allez avoir un petit pic de cortisol qui va justement vous permettre de vous dynamiser. Et donc le pic a lieu le matin en général, plutôt vers 8 heures du matin et puis au cours de la journée, tout doucement, ça va redescendre jusqu'à atteindre des niveaux, les plus bas afin de favoriser une autre hormone pour le sommeil, la mélatonine. Donc en fait, le cortisol, qu'est-ce qu'il fait dans notre corps? Tout d'abord, il va venir stimuler le foie pour produire du sucre.
Parce qu'il faut savoir que pour avoir de l'énergie, eh bien, il faut du sucre. Qu'il s'agisse de notre cerveau ou de nos muscles, il nous faut de l'énergie, donc du sucre. Donc le stress, lui, vient stimuler le foie, justement, pour produire du sucre. Et puis, il va aussi aider le foie à dégrader les graisses, et tout ça pour fournir de l'énergie. Ensuite, le cortisol, il va aider à réguler la tension artérielle. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je vous expliquerai à la fin. Il nous permet aussi un état d'hypervigilance ou hyperconcentration. Par exemple, si vous êtes agressé ou si vous rédigez un mémoire et il vous reste que 48 heures pour le terminer, bien vous allez avoir cet état d'hypervigilance, d'hyperconcentration. Lors d'une agression, c'est pas le moment d'être dans la lune. Vous entendez tout, vous captez tout, vous êtes bien présent, vous êtes bien réveillé. Donc c'est pareil quand vous devez vous concentrer sous pression, vous allez avoir cette forme d'hypervigilance. Et ça, notamment, c'est grâce au cortisol. Encore une fois, qui est capable de mobiliser les sucres disponibles dans le corps pour fournir cette énergie. Le cortisol, c'est aussi un anti-inflammatoire. D'ailleurs, la cortisone est un dérivé du cortisol. Donc là, tout ce que je viens de vous décrire, en gros, ce sont les fonctions du cortisol. Alors tout ça, c'est quand le taux de cortisol est normal, dans une fourchette plutôt basse. Voilà. Donc vous voyez, c'est finalement, c'est pas mauvais pour notre santé, bien au contraire. Alors maintenant, comment tout ça, ça fonctionne? Alors, le stress, comme je vous l'ai dit, c'est une de nos vieilles réactions que notre corps a conservées depuis les premiers Homo sapiens. Donc, à l'époque, la vie était hostile. Nous n'étions pas les seuls prédateurs et nous pouvions, nous aussi, servir de repas. Il fallait donc une réaction rapide et efficace, capable de mobiliser tous nos sens et toutes nos forces pour pouvoir soit fuir, combattre ou rester immobile. C'est-à-dire que dans le stress, nous avons toujours ces trois solutions qui se présentent à nous. Pour cela, le stress présente trois phases. Donc nous avons dans un premier temps la phase d'alarme, ensuite nous avons la phase de résistance et en dernier, nous avons la phase d'épuisement. Afin de vous expliquer ce qui se produit dans votre corps et comment tout ça, ça marche, je vais utiliser plusieurs scénarios différents. Nous allons commencer par la phase numéro 1 du stress, la phase d'alarme. Alors, pour ça, on va imaginer que vous êtes un Homo sapiens, cela fait 2 jours que vous n'avez rien avalé, vous êtes en chasse. Un gibier de taille moyenne se présente à vous. Immédiatement, votre cerveau évalue la situation. Il se dit qu'il y a possibilité de combattre. Cela dit, vous n'êtes pas hors de danger non plus. La situation peut très bien dégénérer. À partir de ce moment-là, phase d'alarme. Donc là, on a 2 hormones qui vont prendre le contrôle de votre corps. L'adrénaline, qu'on appelle l'hormone de la guerre, et puis la noradrénaline. Alors ces 2 hormones, elles vont permettre de mettre tous vos sens aux aguets. Vos pupilles se dilatent, vous voyez tout, vous entendez tout, vous comprenez tout, ça va très très vite. Et là, votre foie, il va se mettre à sprinter pour envoyer un maximum de sucre afin de fournir l'énergie nécessaire aux muscles, qu'il faille combattre ou fuir au cas où. Et puis aussi, la noradrénaline et l'adrénaline vont vous aider en accélérant le rythme cardiaque et aussi le rythme respiratoire. Donc vous avez compris, tous vos sens ainsi que votre corps sont au taquet. Vous êtes prêts. Voilà, donc ça c'est la phase d'alarme. On va dire que vous avez de la chance, vous réussissez à abattre l'animal en une fois. L'animal tombe à terre, il est mort, pas de danger à la ronde. À partir de ce moment-là, danger écarté, survie assurée, l'adrénaline et la noradrénaline vont doucement redescendre et votre corps va pouvoir retrouver son homéostase, c'est-à-dire son équilibre. On va imaginer toujours le même scénario. On va dire que cette fois, vous ratez votre cible. L'animal n'est pas très content, donc il décide de vous charger. Donc au moment même où vous avez décidé de pointer votre arme sur l'animal, vous êtes déjà en phase d'alarme.
Sauf que là, l'énergie, ça va pas être pour le combat, ça va être pour la fuite. Voilà. Donc, si vous ratez votre animal, à partir de ce moment-là, même topo, adrénaline, noradrénaline, faut mettre tous vos sens aux aguets, mobiliser un maximum d'énergie afin d'envoyer du sucre pour fuir. Voilà. Et là, vous courez comme un dingue et vous réussissez à échapper à l'animal. Votre vie est hors de danger. Et l'adrénaline et la noradrénaline redescendent tout doucement et votre corps retrouve son équilibre. Donc, qu'il s'agisse de fuir ou de combattre, dans la phase d'alarme, vous voyez que ça pose pas de problème puisque finalement ça ne s'installe pas. Là, on a tout de suite une solution. Soit on a réussi à combattre, soit on a réussi à fuir. Et à partir du moment où le danger est écarté, eh bien, le corps peut redescendre et retrouver son équilibre. Donc ça, c'est une réaction tout à fait naturelle et même indispensable, surtout à l'ère d'Homo sapiens. Encore aujourd'hui, vous me direz, on n'est pas à l'abri de tout. Donc voilà, ça c'était pour la phase d'alarme. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe lors de la phase de résistance. La phase de résistance est la deuxième phase du stress. Donc, la phase de résistance arrive lorsque vous n'avez ni la solution de fuir ou de combattre. À partir de ce moment-là, il va donc falloir rester immobile, résister à l'attente. Voilà à quoi sert la phase de résistance. Alors pour ça, je vais utiliser un autre scénario. On va dire que vous êtes un Homo sapiens, que vous vous baladez tranquillement dans la savane quand soudainement un troupeau de bêtes assoiffées de sang vous prend en chasse. Phase d'alarme. Immédiatement, l'adrénaline, la noradrénaline vont mettre tous vos sens aux aguets. Pareil, le foie se met à sprinter, faut envoyer du sucre à fond la caisse pour avoir un maximum d'énergie et courir à toute vitesse. Donc vous courez comme un dingue grâce à votre hypervigilance. Vous n'allez pas rater l'arbre qui est sur votre gauche. Par chance, vous réussissez à grimper. Mais vous n'êtes pas hors de danger, puisque le troupeau qui vous a pris en chasse a décidé d'encercler l'arbre. Vous êtes coincé. Vous n'avez pas la solution de fuir et vous ne pouvez pas non plus combattre. Il va donc falloir résister. À partir de ce moment-là, la noradrénaline et l'adrénaline ne vont pas rester au taquet. Elles vont redescendre légèrement. Inutile de rester comme ça à fond la caisse, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas agir. Cela dit, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes toujours en stress. Vous savez que votre vie est menacée et qu'il y a un danger. Donc là, c'est une autre hormone qui va prendre le contrôle de votre corps afin de vous aider à résister à cette attente. C'est le cortisol. Là, le cortisol arrive et il va continuer à mobiliser l'énergie nécessaire pour pouvoir répondre au stress. Que votre corps a quand même besoin d'énergie, même s'il ne peut pas agir tout de suite. Quand il va pouvoir agir, il lui faudra l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, il va continuer à stimuler justement le foie pour produire du sucre. Pendant cette phase de résistance, ces propriétés anti-inflammatoires vont vous aider. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en phase de stress comme ça, c'est pas le moment d'avoir votre allergie au pollen, quoi. Et puis c'est pareil, la tendinite lancinante que vous avez dans le genou qui pourrait vous empêcher de courir, c'est pas le moment d'avoir mal. Il n'y a pas de place. Donc tout ça, on va le mettre de côté, on augmente les anti-inflammatoires et ça va dormir. Il va falloir résister. Le problème, c'est que pour utiliser toute cette énergie et la maintenir, le cortisol, il va devoir quelque part supprimer certaines fonctions qu'on dit non essentielles à court terme. Donc, par exemple, l'activité du système immunitaire va être un peu affaiblie pendant cette période. Oui, parce que le système immunitaire, il a besoin d'énergie. Mais là, le cortisol, lui, il dit, non, moi j'ai besoin de mobiliser de l'énergie parce que je suis en danger et à un moment donné, il va falloir que j'utilise cette énergie pour fuir ou combattre. D'accord ? Donc là, le système immunitaire, il va se retrouver un petit peu lésé.
C'est pareil pour les fonctions digestives. Notre corps, il se dit, bon, bah là, la digestion, on s'en fout un petit peu, on va la laisser de côté pendant cette phase, parce que là, j'ai besoin d'énergie, encore une fois. Et puis pareil pour le système reproducteur, c'est pareil, c'est pas le moment. Donc ça aussi, ça va être mis de côté. Disons que, en gros, pour mobiliser toute cette énergie que vous lui demandez, lorsque vous êtes sous stress, bah, il va devoir utiliser l'énergie d'autres fonctions. Donc, imaginez que, en fait, le cortisol, hein, durant la phase de résistance, il va agir un petit peu comme une sorte de chef d'orchestre, hein, donc pour coordonner la réponse au stress. Et puis, il va veiller en même temps à ce que votre organisme ait suffisamment d'énergie, hein, et donc pour ça, il va réguler les réponses inflammatoires et il va tenter aussi, coûte que coûte, de maintenir l'équilibre interne nécessaire pour faire face à la situation. Alors, on va dire que vous êtes toujours votre arbre, donc ça fait 4 heures que vous attendez. Donc là, le cortisol a pris le relais et donc continue à mobiliser votre énergie. Heureusement pour vous, la nuit commence à tomber et le troupeau décide de rebrousser chemin. Vous êtes hors de danger. Vous pouvez redescendre de votre arbre. Le cortisol va pouvoir redescendre lui aussi et votre corps va pouvoir trouver son équilibre. Donc, après une phase de résistance, disons que vous allez être un petit peu fatigué quand même, hein, parce que c'est comme si vous aviez pris des réserves d'énergie. Voyez. Donc, vous allez avoir ce petit coup de barre, là, ce petit coup de fatigue. Vous allez aussi avoir très faim, parce que toute cette énergie mobilisée, déstockée, va falloir reconstituer les réserves qui ont été utilisées. Donc, il va vous réclamer à manger. C'est pareil, par exemple, après une séance de cardio. Si vous courez pendant 1 heure, vous allez utiliser du cortisol pour pouvoir résister à l'effort. Et oui, le sport, c'est aussi un stress pour l'organisme. Votre organisme qui court pour un jogging du dimanche ou qui court parce qu'il se fait courser par un troupeau de bêtes sauvages, pour lui, c'est pareil, hein, c'est un stress. C'est exactement la même chose. Donc, c'est aussi le cortisol qui nous aide, par exemple, à faire notre course à pied. Derrière, on a faim et ça, c'est normal. Donc en soi, la phase de résistance, elle est quand même un peu plus fatigante pour le corps qu'une simple phase d'alarme, mais comme elle ne s'installe pas et que l'organisme peut retrouver son équilibre, disons qu'il est un petit peu secoué, mais il s'en remettra. La troisième phase du stress est la phase d'épuisement. C'est ce que vous appelez le mauvais stress. Alors en fait, la phase d'épuisement, elle arrive après une longue phase de résistance. Alors, comme je vous l'expliquais, durant la phase de résistance, le cortisol continue à mobiliser un maximum d'énergie. Sauf que toute cette demande d'énergie va finir par épuiser votre corps et certaines de vos fonctions vont commencer à se détraquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre le même scénario. Donc, vous êtes perché dans votre arbre, encerclé par un troupeau d'animaux sauvages qui veulent vous dévorer. Sauf que cette fois, ils ont décidé de camper jour et nuit. Et cela fait 3 jours que vous êtes bloqué dans votre arbre. Au passage, normalement, vous seriez morte de soif. Mais on va dire, voilà, ça fait 3 jours que vous êtes bloqué dedans. Donc là, votre corps, pendant ces 3 jours, il mobilise toujours un maximum d'énergie, il sprint, hein, il est en danger, il est toujours plus ou moins au taquet. Sauf que là, il commence à avoir du mal à fournir toute cette énergie, hein. Ça peut pas durer éternellement. Cette énergie, elle a une fin, et puis à un moment donné, le corps, il peut plus répondre à la demande. Donc il s'effondre. C'est l'épuisement, vous entrez en état d'inhibition, c'est-à-dire à la suppression ou à la diminution de certaines fonctions du corps. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'expliquais, pour fournir de l'énergie, il faut du sucre. Donc on fait sprinter le foie. Le problème, c'est que en cas de stress chronique, et là on parle que de stress chronique, hein, le stress chronique, il peut conduire en fait à une résistance à l'insuline. L'insuline, en fait, c'est une hormone qui régule la manière dont les cellules utilisent le sucre pour produire de l'énergie. En cas de résistance à l'insuline, les cellules vont devenir moins réactives à cette hormone, ce qui va entraîner une augmentation des niveaux de sucre dans le sang. Le problème, c'est qu'une production excessive de sucre par le foie, ça peut contribuer à des niveaux élevés de sucre dans le sang.
Et donc ça augmente le risque, par exemple, de diabète de type 2. Ensuite, je vous parlais en tout début de podcast que le cortisol à un taux bas permettait de réguler la tension artérielle. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en état de stress chronique, bah, vous avez toujours la noradrénaline et l'adrénaline qui sont libérées en continu. En petite dose, hein, mais en continu. Il faut savoir que ces deux hormones, en fait, elles stimulent le cœur et les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une pression artérielle plus élevée. Donc, quand le stress s'installe de façon chronique, bah, on peut aussi avoir des risques d'hypertension. Alors, tout à l'heure, on disait que pendant la phase de résistance, il y a certaines fonctions qui vont être un petit peu mises de côté. Mais disons que dans la phase d'épuisement, c'est comme si votre corps tentait de rester en phase de résistance, sauf qu'il n'a plus les ressources nécessaires. Enfin, il a moins d'énergie pour fournir. Et donc, ce qui se passe lorsque vous êtes, par exemple, en stress chronique, le cortisol va venir interférer avec la formation osseuse normale. C'est-à-dire que pour régénérer vos os, il faut de l'énergie. Sauf que comme le cortisol, il prend une partie de cette énergie, ça peut contribuer à des problèmes de santé osseuse. Voilà, un ralentissement de la régénération et donc peut-être aussi une ostéoporose prématurée. Le cortisol, il va s'emparer aussi d'énergie au système digestif. Donc, du coup, ça peut le détraquer aussi. Donc, vous allez avoir des problèmes de type gastro-intestinaux ou une diminution aussi, par exemple, de certaines enzymes qui permettent une bonne digestion. Donc là aussi, ça va se détraquer un peu. Enfin, un taux de cortisol élevé dans le corps, ça peut aussi augmenter la prise de poids. La prise de poids et le stockage des graisses. Alors rappelez-vous, au début du podcast, je vous disais, le cortisol est une hormone qui est synthétisée à partir du cholestérol, la graisse. Et elle est fabriquée au niveau des glandes surrénales. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes stressé de façon chronique, votre corps, vous allez lui demander de fournir du cortisol. Oui, mais pour fournir du cortisol, le cortisol est synthétisé à partir de la graisse. Donc, il faut de la graisse. Donc, votre corps, il est malin. Il va se dire, tiens, tous les jours, elle me demande de fabriquer du cortisol. Moi, j'ai besoin de graisse pour le fabriquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le stockage de mes graisses et je vais les rendre disponibles, c'est-à-dire pas très loin de ma source, c'est-à-dire pas très loin des glandes surrénales. Et quel est l'endroit où on peut stocker aisément de la graisse en quantité? La sangle abdominale. Ça, il n'y a plus qu'à se servir, il n'y a plus qu'à piocher dedans. Le problème, c'est que la graisse cumulée au niveau de la sangle abdominale, c'est pas loin du cœur. Et là aussi, il y a des risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, le stress affecte aussi notre système immunitaire. Pendant la résistance, je vous l'ai dit, le cortisol va prendre un petit peu d'énergie au système immunitaire. Sauf que quand vous êtes en phase d'épuisement, votre système immunitaire, il est complètement affaibli. Si bien que si un virus passe par là, normalement, quand tout va bien, votre corps est censé le pulvériser. Là, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre et c'est l'infection. Donc un système immunitaire affaibli, ça retarde aussi les guérisons et les cicatrisations. Enfin, pour finir, le stress, il n'affecte pas que notre corps. Donc quand on est en stress chronique, on est fatigué, on devient anxieux. On fait des bêtises, on a un peu plus de mal à se concentrer. Et tout ça, ça va aussi ouvrir les portes aux maladies dites psychosomatiques, comme le syndrome du côlon irritable, le psoriasis, l'eczéma, l'ulcère à l'estomac, les migraines, les céphalées de tension, les troubles cardiovasculaires, du sommeil, tout ça. Donc, vous voyez que le stress en soi, c'est pas mauvais pour la santé. Ce qui est dangereux, c'est le stress chronique. C'est lorsque notre corps maintient un taux de cortisol élevé et que ça persiste. Alors, en soi, à l'époque des premiers sapiens, le stress chronique était plutôt rare. Le souci, c'est qu'avec nos modes de vie modernes, c'est facile d'installer une forme de stress chronique. Il suffit que ce soit le travail, le conjoint, la conjointe, l'enfant, la source de stress. Et là, ça devient compliqué de s'en débarrasser. Le plus possible, avant d'entrer dans cette phase, c'est vraiment d'essayer d'éliminer la source de stress. Alors je sais, c'est pas toujours possible.
Ce que vous pouvez faire, c'est abaisser le taux de cortisol, c'est-à-dire trouver des moyens, voilà, d'éviter de vous faire submerger par le cortisol et pour ça, il existe, plusieurs moyens. Alors, par exemple, il y a le sport, hein, bien évidemment, le sport va utiliser du cortisol. Donc, si vous êtes très stressé, c'est important de faire du sport parce que justement, ça va rééquilibrer un peu. Le sport va utiliser du cortisol, donc va vous aider à abaisser un petit peu le niveau. Mais vous avez aussi d'autres activités, par exemple celles qui vont solliciter le système parasympathique, donc tout ce qui va nous calmer. Donc, l'art-thérapie, le dessin, la musique, vous avez aussi la sophrologie, le yoga, la cohérence cardiaque. Je crois même qu'il existe des applications, pour faire de la cohérence cardiaque. Tout ce qui va être en lien avec, la respiration, ça va vous aider tout ça. Bon après chaque être humain est différent, hein, à vous de trouver le truc, qui vous permet de vous calmer. Mais voilà, c'est très, très important de ne pas prendre le stress à la légère et puis, si on peut pas s'en débarrasser, va falloir trouver une petite parade, hein, pour, abaisser, le taux de stress. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Je finirai par cette citation qui dit: «Nous pouvons laisser l'oiseau de malheur survoler notre tête, mais nous devons l'empêcher d'y construire son nid». Je vous souhaite à tous une très bonne santé et vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.